Bonjour, bienvenue dans cette première conférence du module 5, module consacré à l'intestin. Tout au long de ce module, nous allons voir l'importance primordiale de l'intestin pour entretenir une bonne santé, d'où le titre de ce module, la santé passe par l'intestin. Dans cette première conférence, nous allons principalement nous intéresser à l'aspect digestif, l'aspect d'assimilation et la fonction d'excrétion de l'intestin, qui ont un rôle déjà très important pour permettre d'entretenir la vie de l'organisme. La digestion, pour commencer. Donc l'intestin est un haut lieu de digestion. Quand on parle de digestion, on pense souvent à tout ce qui se passe au niveau de l'estomac, pour la digestion des protéines, mais l'intestin n'est vraiment pas en reste, puisque c'est finalement le lieu de digestion principal de l'organisme. On n'y pense pas souvent, mais l'intestin il se divise en trois parties. Le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Et la première partie de l'intestin, le duodénum, c'est finalement une sorte de deuxième estomac. Donc l'intestin, on va présenter rapidement l'intestin. L'intestin, c'est un grand tube, un tube très fin, puisqu'il a généralement qu'une épaisseur de quelques microns, puisque c'est l'épaisseur d'une cellule généralement. La grande majorité de l'intestin, la plus grande partie de l'intestin, l'épaisseur de l'intestin, c'est une cellule. Donc c'est extrêmement fin. Vous pouvez le voir quand vous voyez des saucisses par exemple, qui sont réalisées en boyaux d'intestin d'animaux. Vous voyez que c'est extrêmement fin, c'est très solide, mais c'est extrêmement fin. Donc notre intestin c'est pareil, c'est une membrane extrêmement fine, et donc on a un tube qui fait à peu près 7 à 8 mètres de long. Et ce tube donc il va se répartir sur ces trois zones, duodénum, jéjunum et iléon. Donc cette première partie de l'intestin, c'est comme une sorte de deuxième estomac. Donc la première partie de l'intestin est un petit peu plus large que le reste, que les deux autres parties. Et dans cette partie, en fait, c'est une sorte de deuxième estomac parce que c'est là où il va se passer réellement le gros de la digestion. Tout simplement parce qu'une fois que les aliments sortent de l'estomac, ils se retrouvent donc dans ce deuxième estomac, cette deuxième poche, le duodénum, et il va y avoir sécrétion de plusieurs enzymes, de sucs digestifs provenant de différents organes. Donc deux organes majeurs, le pancréas qui est l'organe de digestion par excellence. Pareil, on n'y pense pas toujours parce qu'on est focalisé sur l'estomac, mais le pancréas, c'est l'organe qui permet la digestion de l'amidon. Il va produire de l'amylase. C'est l'organe qui va permettre la digestion des protéines. Il va sécréter des protéases qui vont permettre de terminer la digestion des protéines. Et c'est l'organe aussi de digestion des graisses, donc en produisant de la lipase. Donc vous voyez quand même que le pancréas est très sollicité par la digestion, et si on mange beaucoup, si on mange trop, on va le fatiguer prématurément, et ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs, avec le mode alimentaire moderne, que beaucoup de personnes ont un pancréas affaibli. L'autre organe majeur qui intervient, c'est le foie, et plus précisément la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire, c'est une petite glande qui se trouve au milieu du foie et qui va produire ce que l'on appelle des sels biliaires. Et ces sels biliaires vont permettre de favoriser l'émulsion des graisses. Tout simplement pour que les graisses puissent être assimilées correctement et digérées correctement, il faut qu'elles soient émulsionnées, donc comme quand on fait une mayonnaise et qu'on met de l'œuf par exemple, pour émulsionner les graisses, pour faire monter, comme on dit, la mayonnaise, on va faire cette émulsion. Donc cette émulsion, c'est ce qui va permettre de disperser plus facilement les graisses dans un milieu aqueux, puisque sinon les graisses ne sont pas solubles dans l'eau. Et là, grâce à ces sels biliaires, on va favoriser cette émulsion
et donc leur rendre la digestion plus facile. Je dis plus facile parce que les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire sont bien embêtées pour digérer les graisses. C'est pas qu'elles ne peuvent plus digérer du tout les graisses, c'est tout simplement que la vésicule biliaire, au-delà de produire bien évidemment les graisses, quand on enlève la vésicule biliaire, on continue à produire des sels biliaires. Par contre, la vésicule joue le rôle de poche, c'est-à-dire qu'elle va stocker les sels biliaires pour pouvoir les déverser en quantité lorsque notre corps en a besoin, c'est-à-dire lorsqu'on a une alimentation qui est un petit peu grasse, lorsqu'on vient de manger des choses un peu grasses. Elle ne sera pas sollicitée, ou quasiment pas, lorsque vous mangez juste des fruits par exemple, ou des légumes. Mais c'est vrai que si vous mangez de l'avocat, si vous mettez de l'huile, si vous mangez de la mayonnaise, vous allez devoir digérer ces graisses. Donc là, on va solliciter la vésicule. Et donc les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire, en fait, déversent les sels biliaires en permanence, puisqu'ils ne peuvent plus être stockés, tout simplement. Donc, ils déversent en permanence, le problème c'est qu'ils n'en déversent pas assez lorsqu'il y a une alimentation qui est grasse, ce qui explique leur problématique lorsqu'elles mangent des graisses. Donc voilà un petit peu pour répartir les différents organes et comment ça se passe. Donc en fonction de ce que l'on mange, il y a une sélectivité qu'on appelle digestive, c'est-à-dire que si vous mangez des fruits, si vous mangez de la viande, si vous mangez des pommes de terre, vous n'aurez pas les mêmes réactions chimiques. Votre pancréas ne sera pas sollicité de la même manière. Tout simplement parce qu'il y a une sélectivité au niveau enzymatique en fonction de ce que vous mangez. Comment cette sélectivité s'opère-t-elle? Tout simplement parce que notre cerveau reçoit les informations de ce que nous mangeons. Et ces informations, elles vont permettre à notre cerveau de pouvoir produire les enzymes qui sont spécifiques. Par exemple, si vous voyez de la viande, ou si pour vous le repas, quand c'est l'heure du repas, c'est associé à manger de la viande, votre estomac et votre pancréas, par la suite, vont être sollicités. Donc l'estomac, dans un premier temps, va être sollicité pour produire de l'acidité. Tout simplement parce que cette acidité va être nécessaire pour pouvoir digérer la viande. Par contre, si pour vous, l'heure du repas résonne avec manger des fruits ou manger des légumes, vous n'aurez pas ou extrêmement peu de production d'acidité. Tout simplement parce que ces aliments ne nécessitent pas une acidité importante pour être digérés au niveau de l'estomac et ne nécessitent pas non plus une sollicitation importante du pancréas. Donc les choses sont quand même très bien faites, notre organisme est très bien fait, c'est qu'il ne va pas produire des sucs digestifs de manière anarchique, n'importe comment. Cette information, elle peut également passer par la sphère olfactive. Vous allez ressentir des odeurs, ça va vous donner des informations au niveau de votre cerveau. Votre cerveau, si vous allez associer cette odeur au fait de manger, ce qui n'est pas obligatoire, mais si vous associez cette odeur au fait de manger, ça vous donne de l'appétit, comme on dit, vous allez aussi produire des sucs digestifs. Ça peut être de la salive, mais ça peut être l'estomac ou le pancréas qui va se mettre à travailler. Tout simplement. Quand vous mangez, vous allez capter, vous allez percevoir les différents goûts, et ces goûts vont être associés justement à des aliments. Et en fonction de l'association qui est faite, votre cerveau va produire également ces enzymes digestives. Et puis le dernier point, bien évidemment, c'est lorsque l'aliment arrive sur place, sur le lieu de digestion, où on va analyser. Les organes possèdent un système nerveux qui permet, des capteurs sensoriels plutôt, qui vont permettre d'analyser la composition et donc de sécréter aussi des enzymes digestives adaptées. Donc tout est relativement bien fait par rapport à ça. Mais revenons-en à notre intestin. Donc notre intestin, le duodénum, puisque c'est la partie dont on va parler maintenant, qui intervient dans la digestion. Donc c'est un haut lieu de digestion. Quand nous avons mangé, si nous n'avons pas mastiqué correctement, si nous n'avons pas fait une prédigestion correcte par les enzymes présentes dans la salive ou par les enzymes produites au niveau de l'estomac,
qui permettent de faire une prédigestion de l'amidon, des protéines et des graisses. Nous arrivons dans l'intestin, à la sortie de l'estomac, avec des aliments très peu digérés. Au contraire, si nous avons bien mastiqué et fait une prédigestion efficace, lorsque les aliments sortent de l'estomac, la prédigestion est déjà bien avancée. Cela change beaucoup de choses, tout simplement parce que le pancréas aura moins de travail. Et le pancréas donc va de toute façon être sollicité parce que la digestion n'est jamais complète à la sortie de l'estomac. Elle doit toujours être terminée. Même pour les fruits qui demandent une digestion très très faible, ça passe très peu de temps dans l'estomac, mais la finition finalement se déroule dans l'intestin. Et tous les aliments terminent d'être digérés dans l'intestin. Le pancréas est donc très sollicité. Chez les personnes jeunes, cela ne pose pas de problème majeur, puisqu'on a un pancréas généralement qui fonctionne bien, on a une bonne capacité énergétique, donc on arrivera à supporter des repas un peu lourds, un peu copieux. Le souci, c'est qu'au fur et à mesure des années, le pancréas va se fatiguer et la digestion va être beaucoup plus délicate. Quand on arrive donc dans cet intestin, il faut finir la digestion correctement parce que si nous ne digérons pas correctement, nous allons voir qu'il y a un problème, c'est l'assimilation. L'assimilation, pour qu'elle se fasse correctement, il faut que la digestion soit terminée. Alors, que se passe-t-il? Lorsque nous arrivons dans l'intestin, dans le duodénum, l'amidon qui est une grande chaîne de glucides, ce sont des molécules de glucose qui sont accrochées les unes aux autres, ce qu'on appelle un polymère. Donc c'est un polymère de glucose et nous avons besoin de découper à différents endroits cet amidon pour libérer ce que l'on appelle dans un premier temps du maltose. Et ensuite ce maltose sera lui-même découpé, puisque le maltose c'est un disaccharide, donc c'est un groupe de 2 glucoses. Donc le maltose devra ensuite être digéré par une maltase. Donc on va couper en deux, qui va permettre de libérer 2 molécules de glucose. Or tout simplement, le pancréas va produire de l'amylase et va permettre d'avancer cette digestion de l'amidon. Et ensuite, les cellules de l'intestin vont, elles, produire de la maltase qui va permettre de finir cette digestion. Donc là, il peut y avoir un travail qui va être plus ou moins important en fonction de la digestion, la prédigestion qui aura été faite. Donc cette prédigestion va être bien sûr favorisée par, je l'ai dit, la mastication, mais aussi les mélanges alimentaires. Si on fait des mélanges alimentaires corrects, ça je vous renvoie au module 1, mais si on fait des mélanges alimentaires corrects, la digestion sera largement favorisée. Il faut savoir que malgré le fait que l'homme soit équipé pour digérer de l'amidon, l'amylase pancréatique est très efficace puisqu'elle est à peu près 10 fois plus efficace, 8 à 10 fois plus efficace que l'amylase de la bouche, de la salive. Alors quand je dis 8 à 10 fois plus efficace, elle est beaucoup plus efficace, elle est pas 10 fois plus efficace, elle est 80 fois plus efficace, mais la capacité digestive est à peu près multipliée par 10 au final, au niveau du pancréas, par rapport à la salive. Donc 90% en gros de la digestion de l'amidon se passe à ce niveau-là. Il faut que ça se produise correctement. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, il faut imaginer donc que les protéines également sont digérées au niveau du pancréas, au niveau du duodénum grâce aux sécrétions du pancréas. Donc les protéines, ce sont des grandes chaînes d'acides aminés, un peu pareil que l'amidon, mais avec des acides aminés qui peuvent être différents. Et nous avons besoin de les découper pour obtenir des acides aminés libres qui eux seront assimilables. Donc pareil, là il faut réaliser ce travail. Donc on va recevoir différentes enzymes produites soit par le pancréas, soit par l'intestin, qui vont finalement permettre de couper ces chaînes protéinées. Ce travail, bien évidemment, encore une fois, est plus ou moins important selon la prédigestion. Et après, donc, on a un travail conjoint donc, de la vésicule biliaire et du pancréas pour permettre de découper, d'émulsionner les graisses, les lipides, donc ce que l'on appelle triglycérides, parce que c'est le plus souvent c'est sous cette forme qu'on reçoit les lipides au niveau alimentaire, et ces triglycérides
vont être découpés en glycérol et en acide gras pour pouvoir être assimilés correctement. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le plan, on va dire, chimique. Pour que la digestion se fasse correctement, c'est là où on voit un point important de la chimie. Les réactions chimiques ne se réalisent pas toutes dans le même environnement digestif. Certaines se réalisent dans un environnement acide et d'autres ont besoin d'un environnement plutôt neutre ou alors alcalin pour pouvoir se réaliser. Toute réaction chimique, c'est pas spécialement la digestion, toute réaction chimique, si vous vous rappelez un tout petit peu de ce que vous avez peut-être fait à l'école ou à l'université en réaction chimique, vous voyez qu'il y a des choses qui se produisent avec un pH déterminé. Donc là, c'est la même chose. Au niveau digestif, c'est la même chose. Et nos enzymes, au niveau de l'intestin, au niveau du duodénum, fonctionnent très efficacement lorsque le pH est très légèrement alcalin. Ce qui explique qu'on va demander un travail qui sera compliqué si, lorsque la production d'acidité de l'estomac est très importante. Donc pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas suivi le module 1, l'acidité de l'estomac, le module 2 sur la dénutrition, excusez-moi, je vous renvoie donc au module 2 sur la dénutrition. Pour les personnes qui n'ont pas suivi ce module 2, l'estomac, lorsqu'il reçoit des aliments très protéinés, comme la viande, comme les œufs, comme le poisson par exemple, va produire beaucoup d'acidité. Le pH de l'estomac va descendre jusqu'à 3, voire 2. Donc c'est une production d'acidité très 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 importante. La digestion des aliments au niveau du duodénum, elle se réalise efficacement à un pH de près de 7 ou supérieur à 7 pour que l'activité enzymatique soit optimale. Donc vous comprenez aisément, avec la différence de pH, parce que le pH c'est à peu près 1000 fois à 100 000, à 10 000 fois plus important l'acidité au niveau de l'estomac qu'au niveau du duodénum. Vous comprenez aisément qu'avec une telle différence, la fonction enzymatique, elle a du mal à se mettre en route au niveau du duodénum. Donc, plus on va avancer dans le duodénum, plus le pH va remonter et on va pouvoir enclencher cette digestion. Mais on comprend bien que lorsque la digestion est très difficile parce que nous avons demandé à notre estomac de produire énormément d'acidité, ce qui est le cas lorsqu'on fait un repas très lourd avec des mélanges alimentaires qui se contrarient, ou lorsque l'on fait des mélanges alimentaires, des repas où les aliments sont mal digérés et commencent à fermenter rapidement. La fermentation, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la chimie, ça libère des éléments acides. Et cette libération d'acidité, justement, va aller à l'encontre de la bonne digestion de ce qui se passe au niveau du duodénum. Puisque si vous acidifiez régulièrement l'environnement par des fermentations qui peuvent avoir lieu dans l'estomac, mais qui peuvent également avoir lieu au niveau du duodénum, vous allez en permanence acidifier l'environnement, alors que le duodénum tente, lui, d'augmenter le pH, donc de l'alcaliniser, pour pouvoir réaliser la digestion correctement. Donc on comprend finalement largement l'importance des mélanges alimentaires, l'importance de la digestion et de la prédigestion, pour que finalement cette phase digestive intestinale puisse se réaliser correctement, puisque c'est la phase la plus importante de la digestion, la plus importante en termes de capacité digestive finalement, et c'est elle qui va conditionner aussi la phase d'assimilation qui va suivre. Donc on comprend bien l'importance finalement de cette digestion, de favoriser une digestion efficace. Si les choses se passent bien, donc cette digestion, elle se réalise correctement, environnement alcalin, et donc on va passer des aliments, ou des aliments qui ont été déjà prédigérés, réduits en bouillie dans l'estomac, à simplement des nutriments, donc ce qu'on appelle un chyme, qui est quelque chose de liquide concrètement,
où on va retrouver simplement les nutriments, donc les acides aminés issus des protéines, les glucides simples, principalement du glucose ou du fructose éventuellement, issus des glucides complexes ou de disaccharides. Par exemple, quand vous mangez du saccharose, vous avez du glucose et du fructose. Si vous consommez du lactose, pour les personnes qui consomment du lait, et principalement, normalement c'est destiné aux enfants, aux bébés, on va avoir du glucose et du galactose, des sucres simples, et puis donc les lipides qui vont devenir des acides gras. Voilà. Donc là, ça c'est ce que l'on appelle la phase digestive. Et normalement, on arrive à la fin du duodénum, cette phase digestive est terminée. Nous arrivons donc dans la deuxième phase, qui est la phase d'assimilation. Cette phase d'assimilation, bien évidemment, est tout aussi importante que la phase digestive, puisque c'est elle qui va permettre à l'organisme de capter les nutriments essentiels à son fonctionnement, à sa vie. Donc je l'expliquais plus tôt, l'intestin, c'est une membrane très fine, quelques microns, donc une cellule à peu près d'épaisseur. Et cette épaisseur-là est particulièrement vraie dans la deuxième et troisième partie de l'intestin, où se réalise en fait le gros de l'assimilation, dans la deuxième et troisième partie de l'intestin grêle. Donc dans cette deuxième et troisième partie de l'intestin, c'est là où va se dérouler la majeure partie de l'assimilation. L'assimilation, elle peut commencer avant, donc déjà dans le duodénum, même plus haut, pour certains nutriments, par exemple le glucose, il peut déjà être assimilé même au niveau de la bouche. Mais 99% de la fonction d'assimilation se déroule dans la deuxième et troisième partie de l'intestin. Donc il est important quand même que cette partie fonctionne correctement. Alors comment se réalise cette assimilation? L'assimilation intestinale, elle peut se réaliser de différentes manières. De manière passive, par exemple, vous consommez des graisses, la majorité des graisses, l'assimilation des graisses se fait par diffusion passive. C'est-à-dire que les graisses, elles passent au travers des cellules. Les cellules sont grasses, les membranes plutôt. Précisément les membranes des cellules, ce qui entoure la cellule, c'est gras. Et dans les graisses, c'est soluble. Donc nous pouvons avoir une diffusion tout simplement passive de ces graisses. Le problème, c'est que cette capacité d'assimilation est limitée, capacité de digestion et d'assimilation limitée, ce qui explique que si on consomme une quantité de gras important, on va avoir des selles qui vont être beaucoup plus collantes, parce qu'il y a une partie de ces graisses qui n'aura pas été digérée et qui n'aura pas été assimilée. Et on va faire une sorte de gaspillage également, une sorte de gaspillage alimentaire. Donc cette assimilation, elle peut se réaliser si la digestion est faite correctement et bien évidemment si la quantité alimentaire est compatible avec la capacité d'assimilation. Alors les graisses peuvent passer plus facilement puisqu'elles font par diffusion passive, mais lorsqu'il y en a trop, on va avoir une surcharge, et cette surcharge, notre intestin ne pourra pas la capter. Pourtant, notre intestin est fait d'une manière pour optimiser sa capacité à capter les nutriments. Parce que l'intestin, je vous ai dit, c'est un tube, mais le tube, il n'est pas lisse. C'est le cas, par exemple, des carnivores qui ont un intestin très court et lisse, justement parce qu'ils consomment des aliments avec peu de fibres, principalement. Les carnivores, c'est de la viande, beaucoup, donc c'est de la protéine presque à l'état pur, puisque c'est de la protéine, de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, mais ils n'ont pas un besoin d'essayer de capter beaucoup de choses plus difficiles à digérer parce qu'il y aura des fibres, parce qu'il y aura différents nutriments, une digestion plus complexe, on va dire. Les carnivores, ce sont des aliments, on va dire, sans résidus, majoritairement.
Et le fait qu'il y ait peu de résidus favorise la digestion. Ça facilite la digestion. Donc ils ont moins de travail au niveau de l'intestin. Et donc cet intestin est ce qu'on appelle lisse, donc comme un tube lisse. L'intestin de l'être humain n'est pas lisse, il a ce que l'on appelle des villosités. Donc les villosités, tout simplement, vous voyez votre tube, comme ça, et sur votre tube, vous avez des petites collines, régulièrement des petites collines. Et sur ces petites collines, il y a des petits capteurs également qui vont permettre d'attraper les nutriments et de les absorber. Tout simplement, donc on va augmenter la surface de l'intestin parce qu'il n'est pas juste lisse, mais sur la longueur des 8 mètres d'intestin, il y a tout le long ces petites collines, ces villosités, qui vont permettre d'augmenter considérablement la surface de l'intestin. Pour vous donner une petite idée, si l'intestin était déplié, il fait 8 mètres de long, mais s'il était complètement déplié, il recouvrirait à peu près la surface d'un court de tennis. Juste pour avoir une petite notion. Donc un court de tennis, c'est quand même relativement grand. Ça va être une trentaine de mètres de long sur une quinzaine de mètres de large. Donc vous voyez un petit peu la surface. Donc on parle généralement de 450 mètres carrés. Alors ça peut être un peu plus, un peu moins, mais en gros 450 mètres carrés d'intestin. Donc vous allez pouvoir, grâce à cette superficie phénoménale, capter, nous pouvons, l'être humain peut capter finalement beaucoup plus facilement les nutriments. Il va optimiser sa capacité à assimiler. Donc nous venons de voir un petit peu les graisses qui passent par diffusion passive, mais il y a d'autres fonctions, c'est-à-dire qu'il y a une assimilation qui va se faire de manière plus active. Par exemple, certains sels minéraux ont besoin, pour être captés, d'être transportés avec un autre élément, avec du glucose par exemple. Donc on va avoir un travail actif. On va avoir également un travail actif qui peut se faire par échange. C'est-à-dire que nos cellules vont transférer un nutriment, souvent un sel minéral, et en contrepartie on va faire passer un autre sel minéral que l'on va assimiler. Donc il y a un échange. Cette diffusion passive également, sous une autre forme que pour les graisses, peut apparaître pour les sels minéraux. Donc tout au long de notre intestin, nous avons au niveau cellulaire ce que l'on appelle des canaux. Donc des canaux ioniques, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits tubes qui vont traverser la membrane intestinale, et ces petits tubes, ils vont avoir des propriétés qui vont permettre de laisser passer des sels minéraux, mais pas tous les sels minéraux, que certains sels minéraux justement. Mais il va y avoir justement, malgré le fait que ce soit assez sélectif, une compétition au niveau de l'assimilation. Par exemple, on va avoir des canaux qui vont permettre de capter les sels minéraux chargés positivement 2 fois, comme le calcium ou comme le magnésium. Ce qui explique qu'on peut voir du magnésium ou du calcium passer par ces sels minéraux, par ces canaux. Mais en même temps, ça explique également qu'il y a une compétition d'assimilation. Puisque ces 2 sels minéraux passent par le même canal, il faut savoir que si on a beaucoup plus de calcium dans l'alimentation, une alimentation très riche en calcium ou enrichie en calcium, par des compléments alimentaires, parce qu'elle est enrichie en calcium artificiellement, même si nous on n'en rajoute pas directement, nous allons interférer avec la bonne assimilation aussi du magnésium, parce qu'il y a ce phénomène de compétition, tout simplement. Donc là on voit également cette phase d'assimilation qui peut se faire par diffusion dans des canaux. Donc nous avons vu les transporteurs également, qui permettent de faire passer d'un côté à l'autre de la membrane. Et puis il y a après ce que l'on appelle une diffusion par osmolarité, c'est-à-dire qu'en fonction de la concentration des nutriments dans l'intestin et de la concentration de l'autre côté, on va avoir une diffusion qui se fait par effet de pression. Tout simplement, s'il y a plus de concentration d'un côté que de l'autre, on va diffuser vers l'intérieur de l'organisme. S'il y a moins, ça diffusera dans l'autre sens. Mais bien évidemment,
il y a une certaine limite, sinon le corps se viderait de ces nutriments, puisque cela ne se fait pas en permanence. Pour que ces choses puissent se réaliser, pour que l'assimilation puisse se réaliser correctement, et même la digestion préalable, je pense que vous avez compris que nous avons besoin de faire fonctionner notre système cardiovasculaire. Tout simplement parce que pour que les nutriments puissent être assimilés, mais surtout puissent transiter dans l'organisme jusqu'aux différentes cellules, à leur lieu d'utilisation, il faut passer par le sang. Donc l'intestin est très vascularisé. Il y a des vaisseaux sanguins, les petits capillaires arrivent tout au long de l'intestin. Et cette diffusion, justement, l'assimilation se fait au travers des cellules pour arriver dans le sang. Et dans le sang, on va pouvoir diffuser. Diffuser, c'est-à-dire être transporté sur le lieu d'utilisation. Donc il est évident qu'avoir un bon système cardiovasculaire est important puisque l'intestin va être fortement vascularisé. Lorsque l'on sollicite trop l'organisme, on va affecter également cette capacité. Tout simplement, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une expérience qui avait été réalisée sur des chiens, où on avait donné à des chiens à manger de la viande. Donc la digestion de la viande pour les chiens et même pour l'être humain se fait principalement dans l'estomac. Et ensuite, une fois que l'animal avait mangé, au lieu de le laisser se reposer pour digérer, on le faisait jouer, on le faisait courir. Et pour l'expérience, le chien malheureusement avait été sacrifié et on avait ouvert son estomac et on avait trouvé la viande intacte. Elle n'avait même pas été digérée, tout simplement parce que l'estomac n'avait pas pu se mettre en route, la vascularisation n'avait pas pu être attribuée à la fonction digestive de l'estomac, puisque l'animal était obligé on l'avait fait courir, tout simplement. Donc on s'était retrouvé dans un contexte où la vascularisation était affectée à la fonction musculaire et pas à la fonction digestive. On retranscrit la même chose par rapport à l'être humain et ce qui se passe au niveau de l'intestin. Si on a des activités qui sont trop intenses, il y aura une vascularisation qui sera moins efficace au niveau de l'intestin, mais même au niveau de l'estomac de la même manière. Et si on a une vascularisation moins présente à ce niveau-là, on aura une assimilation qui sera moins efficace. Parce que forcément, le sang sera moins affecté en quantité à la fonction intestinale pour gérer la première phase digestive que l'on vient de voir et pour gérer cette phase d'assimilation, capter ces nutriments. Ça ne veut pas dire qu'on ne captera rien, mais on captera moins bien. Et ça, on l'observe très bien d'ailleurs par rapport à la fonction intestinale. La fonction intestinale va être dépendante de l'état de l'intestin. Lorsque l'intestin est dans un état correct, tout se passe à peu près bien, même si l'assimilation peut être un peu altérée, peut ne pas être optimale, les choses se passent généralement assez bien. Le problème, c'est que lorsque l'intestin est abîmé, la notion de porosité intestinale, il est éclaté, le tube intestinal, les cellules sont collées entre elles parce que l'on appelle des jonctions serrées. C'est un peu comme si on mettait de la colle, clac, et on colle les morceaux du tube, les cellules les unes aux autres pour former les sections du tube. Lorsque ces jonctions serrées sont abîmées, qu'elles éclatent, qu'on n'arrive plus à les réparer, c'est un petit peu comme si vous voyez un mur, vous voyez un mur de briques devant vous, avec des trous dedans. Donc ce mur de briques, forcément, ne sera plus étanche, il y aura des trous, et ces trous pourront laisser passer des choses qui ne doivent pas passer, mais également le fait d'avoir ces trous, que ce soit abîmé, la fonction cellulaire d'assimilation va être également altérée. Voilà. Et le problème, nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de facteurs favorisent cette situation d'intestin abîmé, et entre autres une activité physique excessive. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire du sport, loin de là, puisque l'activité physique est vraiment bénéfique pour l'organisme, mais une activité physique excessive, et j'irais même dire une activité physique excessive d'une part, et réalisée d'autre part lorsque
l'organisme digère. Il faut imaginer que le transit intestinal global, dans une situation normale, devrait durer à peu près 24 heures. Donc, la phase de digestion au niveau de l'estomac va être plus ou moins longue selon ce que l'on mange, bien évidemment. Et ensuite, il y a cette deuxième phase digestive qui se passe au niveau du duodénum, qui va demander un certain temps pour arriver à cette phase d'assimilation. Il est évident que si vous mangez des choses copieuses pour être digérées le matin et que vous commencez à avoir une activité intense au niveau physique 5-6 heures après dans la journée, vous allez altérer votre capacité d'assimilation. Et ça, c'est tout à fait notre mode de vie moderne. Et quand on regarde la manière dont on se comportait il y a, on va dire, ne serait-ce que 50 ans, ou un peu plus, le matin, en se levant, on ne déjeunait pas généralement. On allait travailler, et souvent avec des travaux physiques, pour les personnes qui faisaient de l'activité physique, des travaux physiques, on allait travailler. Et en fait, il n'y a pas mieux que de faire de l'activité physique à jeun. Tout simplement parce qu'on ne va pas entraver tout ce qui se passe au niveau digestif. Donc si vous avez mangé la veille le soir et que vous allez faire de l'activité physique derrière le lendemain matin, vous aurez 10-12 heures de repos digestif, enfin 10-12 heures de travail digestif qui aura pu se faire, d'assimilation, avant d'aller vous commencer à travailler, à mobiliser votre énergie. Donc tout ce qui va se passer pour l'afflux sanguin au niveau musculaire entravera beaucoup moins l'état intestinal. Or, nous fonctionnons généralement à l'inverse. On se lève le matin. Les habitudes humaines aujourd'hui, modernes, c'est on se lève le matin, on mange tout de suite. On remange à midi. Après, on fait de l'activité physique l'après-midi, on remange le soir. Et le problème, c'est que on malmène notre intestin. Et aujourd'hui, on remarque d'ailleurs qu'avec ce mode de fonctionnement, beaucoup de sportifs ont des phénomènes d'intolérance alimentaire. Nous en reparlerons un peu plus loin dans les autres conférences, mais ce n'est pas un hasard, puisque l'intestin n'est plus dans son état normal, et donc la fonction d'assimilation normale, qui devrait permettre uniquement l'assimilation des nutriments simples, je l'ai dit, glucides simples, acides aminés, acides gras, puis après les nutriments comme les sels minéraux, les vitamines, ne peut plus se faire efficacement, et on va voir des choses qui ne devraient pas pénétrer dans le corps. Donc cette fonction d'assimilation, comme la fonction digestive, va être également dépendante de l'intensité des activités physiques. Et quelle que soit l'activité physique, nous allons avoir une répartition de l'afflux sanguin qui ira beaucoup plus vers les muscles plutôt que vers d'autres fonctions. Ça, c'est normal. Par contre, les activités physiques intenses, les personnes qui courent de manière très très violente, qui font des sports justement très violents avec des efforts très soutenus, sur des courtes durées particulièrement, on va avoir des afflux sanguins qui seront énormes au niveau musculaire. Et ces changements d'afflux sanguin vont faire varier la pression au niveau des capillaires, au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui peut aboutir justement à des éclatements au niveau de la membrane de l'intestin. Tout simplement, c'est pour ça que je dis que ça va affecter aussi l'état intestinal et la capacité de digestion et d'assimilation derrière de l'intestin. Donc là, je vous ai parlé de l'assimilation des nutriments simples. Les vitamines également, selon si elles sont liposolubles ou hydrosolubles, vont soit diffuser simplement, soit être assimilées par un cotransport. Par exemple, la vitamine C, elle est assimilée conjointement avec un autre élément. Voilà. Donc on va avoir ces assimilations qui peuvent être complémentaires ou de compétition, qui peuvent se faire par compétition pour certains sels minéraux, qui peuvent être complémentaires. D'où l'importance d'ailleurs d'avoir une alimentation d'avoir une alimentation qui repose sur des vrais aliments et de faire attention à la complémentation alimentaire ou à la surcharge d'aliments extrêmement riches en nutriments. Je pense principalement aux produits laitiers, très 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 riches en calcium, qui peuvent affecter justement la bonne assimilation d'autres nutriments.
magnésium, zinc par exemple, où on voit que la carence aujourd'hui est très très répandue, mais c'est vrai qu'on a pris des habitudes au niveau de la consommation des produits laitiers qui n'est pas forcément idéale, et également au niveau de la surcharge alimentaire. Puisqu'on, si on a une surcharge alimentaire, on aura une capacité digestive proportionnellement qui sera altérée. Donc là, on a fait le gros de l'assimilation. Mais l'assimilation, elle concerne aussi, malheureusement, des choses qui sont toxiques. Donc j'ai parlé avec l'intestin qui, lorsqu'il est dans un état correct, laisse passer des molécules qui ne devraient pas passer, puisque l'intestin est fait pour être imperméable aux grosses molécules et perméable aux petites molécules, aux nutriments vitaux. Mais il est également perméable, même dans son état normal, à des petites molécules toxiques et à certaines molécules principalement grasses. Donc petites molécules toxiques, par exemple, on va retrouver l'alcool, l'éthanol qui est présent dans les boissons alcoolisées, mais qui également peut être produit dans l'intestin, dans le tube digestif, par fermentation, lorsque les glucides sont mal digérés. On va produire de l'alcool. Et cet éthanol, il diffuse très facilement aussi par la barrière intestinale. D'où l'importance pour préserver son corps, déjà d'avoir un comportement vis-à-vis des boissons alcoolisées qui soit quand même raisonnable, de ne pas en abuser, mais surtout de favoriser la digestion. Parce qu'une mauvaise digestion va produire régulièrement des fermentations, et l'effet de ces fermentations peut être aussi dangereux, voire plus dangereux qu'une consommation d'alcool, surtout si c'est une consommation modérée d'alcool. Des personnes ne buvant pas d'alcool ou exceptionnellement peuvent arriver à avoir des cirrhoses, du foie, tout simplement parce que consomment trop de glucides ou en tout cas favorisent trop ces fermentations alcooliques. Donc l'alcool produit dans notre corps peut être beaucoup plus important en quantité que ce que l'on boit par des boissons. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, et cet alcool, comme il diffuse très facilement par la barrière intestinale, il peut justement être toxique très facilement, donc bien sûr pour le foie, mais également pour le système nerveux, puisque c'est quand même lui qui est le plus sensible à cette présence d'alcool. Donc nous venons de voir la phase d'assimilation. Nous abordons maintenant la troisième phase, la phase d'excrétion. Alors la phase d'excrétion, ce n'est pas le fait que l'intestin élimine, fasse avancer le chyme, ce qu'on appelle le bol alimentaire dans l'intestin, par son péristaltisme, les contractions de l'intestin, que ça avance progressivement, et que ça aboutisse jusqu'au gros intestin pour former les matières fécales. Donc ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal, de quotidien. Le fait de faire avancer les nutriments, les choses non digérées, tout ce qui va amener, tout ce qui va aboutir au gros intestin et former les matières fécales. Là, moi, je parle de la fonction d'élimination, fonction d'excrétion. Donc cette fonction d'excrétion, c'est un petit peu la même chose que ce qui peut se passer au niveau rénal. C'est-à-dire que les reins, donc l'intestin de la même manière, reçoivent un afflux sanguin qui peut être important, et cet afflux sanguin va être filtré. Le sang va être filtré pour excréter les toxines, tout simplement. Les reins donc le font au quotidien, l'intestin ne le fait pas forcément au quotidien, ça dépend. Il a cette capacité de fonction d'excrétion, mais cette fonction d'excrétion ne se met en route que lorsque l'intestin n'est plus en activité digestive ou d'assimilation. C'est-à-dire que tant que vous avez des apports alimentaires réguliers, et des apports alimentaires surtout qui mettent beaucoup de temps à être digérés, on ne pourra pas passer en fonction d'excrétion. C'est-à-dire que si vous mangez de la viande, du fromage, du pain, des pommes de terre, des choses de ce genre, on va demander un tel travail digestif, et il y aura, et surtout si c'est tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir, on aura en fait en permanence
des choses qui transitent dans l'intestin, des nutriments, des fragments alimentaires qui transitent dans l'intestin. Et tant qu'il y a ces fragments alimentaires qui transitent dans l'intestin fonctionne en fonction d'assimilation. Lorsque l'intestin grêle se vide, d'un seul coup, on va pouvoir passer en fonction d'excrétion. Donc, on va se mettre à filtrer le sang, l'intestin va se mettre à filtrer le sang, et nous allons faire passer les toxines du côté où elles sont dans le corps, du sang, à l'extérieur du corps, donc l'intérieur du tube intestinal, pour que ces toxines puissent avancer et être ensuite évacuées de l'organisme en passant par le côlon et donc dans les matières fécales. Donc ça, cette fonction d'excrétion, on l'observe très très nettement lorsqu'une personne, par exemple, se met en jeûne. Lorsque vous êtes en jeûne complet, vous pouvez avoir cette fonction d'excrétion. Cette fonction d'excrétion se met en route, et certaines personnes, d'ailleurs, lorsqu'elle est bien soutenue, sont très surprises, parce qu'elles ne mangent pas. Et pourtant, elles ressentent des ballonnements. Elles ressentent qu'il se passe des choses au niveau intestinal. C'est tout à fait normal, parce qu'en fait, ces ballonnements, ils sont générés par les toxines, qui vont être ensuite transformées par les bactéries qui sont encore présentes dans l'intestin, qui sont toujours présentes d'ailleurs dans l'intestin, et cette situation va générer des gaz. Et ces gaz aboutissent à des ballonnements. Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas anormal, c'est tout simplement que la fonction intestinale se met en excrétion. Alors on peut voir ce genre de choses à d'autres moments, mais pour que ça puisse apparaître, il faut de toute façon que l'alimentation soit extrêmement légère. C'est vrai que si vous consommez du bouillon de légumes pendant plusieurs jours, cette fonction d'excrétion, à certains moments, va se mettre en route, parce que l'assimilation, à moins que vous consommiez du bouillon de légumes toutes les 3 heures, là, bien sûr, ça ne marchera pas. Mais si vous consommez 3 bouillons de légumes dans la journée, et qu'entre le soir et le bouillon de légumes du lendemain, il s'écoule une douzaine d'heures, la fonction d'excrétion va se remettre en route. Pas très longtemps, mais elle va se remettre en route. Si vous avez une alimentation extrêmement frugale, et que vous mangez 2 repas par jour avec un peu de fruits et un autre repas avec un peu de légumes, par exemple, la fonction d'excrétion également, il y a un moment où elle va se remettre en route. Tout simplement parce que la vitesse de digestion de ces aliments est très rapide, donc ça va avancer très vite, et une fois que l'assimilation est faite, on passe en excrétion. Or, cette excrétion, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à épurer le sang, donc nettoyer le sang et ramener l'organisme, entretenir en tout cas la capacité de l'organisme à rester dans un état favorable pour sa santé. Donc là, je vous ramènerai cette fois réellement au module 1, le module sur l'hygiène vitale, pour comprendre un petit peu l'évolution de la santé finalement. Mais cette évolution de la santé est totalement dépendante de la quantité de toxines dans le corps. Moins il y a de toxines, plus notre corps peut évoluer en bonne santé. Et plus il y a de toxines dans le corps, dans les tissus, plus précisément dans les cellules, dans les tissus, plus le corps va se ressentir affaibli, va fonctionner au ralenti. Donc cette fonction d'excrétion, lorsque l'intestin se met en fonction d'excrétion, il va venir en soutien, en complément de ce qui se passe déjà dans les autres organes excréteurs, au niveau du foie, au niveau des reins. Donc vous comprenez très bien que lorsque l'intestin se met en fonction d'excrétion, la capacité de nettoyage du corps, elle augmente considérablement, parce que vous avez 2 organes qui travaillent en permanence de manière très intense, il y a la peau aussi, il y a les poumons également, mais quand l'intestin vient, vous allez augmenter temporairement de 10, 20%, peut-être votre capacité d'élimination, et des fois ça peut être même plus. Lorsque vous avez, d'ailleurs, pour bien comprendre, lorsqu'une personne a une gastro-entérite, on dit toujours, oui, c'est un virus ou c'est une bactérie qui cause la gastro-entérite. Alors ça, c'est une vision très très simple. C'est pas parce que la gastro-entérite elle est présente avec un virus ou une bactérie au moment où elle se déclenche que c'est le virus ou la bactérie qui a déclenché la gastro-entérite. Il faut bien comprendre ça. C'est notre corps qui déclenche la gastro-entérite pour diverses raisons, parce qu'il est un peu à saturation, mais comme il y a une accumulation de toxines, il va y avoir
présence de virus ou de bactéries. Je vais m'expliquer. L'intestin contient une flore intestinale. J'en reparlerai par la suite. Cette flore, elle va évoluer en fonction de ce que nous mangeons. Donc en fonction des aliments, des substrats que nous apportons à ces bactéries pour fonctionner. Si les substrats sont favorables à une flore intestinale saine, par exemple des fibres alimentaires douces, des prébiotiques, nous allons entretenir une flore intestinale saine. Si par contre l'alimentation va être favorable à une flore intestinale de fermentation, une flore intestinale de putréfaction, parce que les aliments sont mal digérés, parce qu'il y a beaucoup de toxines, nous allons avoir une flore intestinale de fermentation, de putréfaction ou un mix des deux qui va être présent. Lorsque l'intestin, parce que le corps est en surcharge, se met à évacuer beaucoup de toxines, nous allons retrouver dans la flore intestinale des virus ou des bactéries qui sont présents pour essayer d'évacuer, de neutraliser, de digérer entre guillemets ces toxines. Ce qui pour nous est des toxines, mais ce qui pour eux est de l'alimentation. Pour ces virus ou ces bactéries, ça représente de l'alimentation. Donc c'est cette notion qu'il faut comprendre, c'est que tout être vivant se développe parce qu'il a des aliments. Donc si vous avez une flore intestinale qui se développe de manière défavorable, si vous avez des virus ou des bactéries parce que vous avez une gastro, c'est tout simplement parce que l'environnement est favorable. Donc la gastro-entérite, c'est la situation par excellence où l'intestin va faire ce travail d'excrétion. Il va filtrer le sang, évacuer les choses. Donc de manière très violente, mais c'est la phase exacerbée d'excrétion. Vous imaginez bien que toute la quantité d'eau qui se retrouve dans l'intestin, quand vous avez une gastro-entérite, et des fois qui peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, vous vous rendez compte que cette eau, elle vient bien de quelque part. Donc elle a été excrétée de quelque part. Et elle vient d'où? Elle vient de l'intérieur du corps. Parce que dans l'intestin, il pouvait y avoir un petit peu de liquide, mais le gros, quand vous allez aux toilettes et que vous évacuez par diarrhée dans une journée 7-8 fois, vous imaginez que la quantité d'eau, elle doit venir de quelque part. Donc elle vient de l'intérieur du corps. Et il n'y a pas que de l'eau. Il y a aussi des toxines. Alors bien évidemment, il y aura des matières fécales, il y aura des bactéries, il y aura plein de choses parce qu'il y a le contenu du gros intestin, il y a une partie il y a toutes ces choses-là qui vont être évacuées aussi brutalement. Mais ce qui se passe réellement, c'est la fonction d'excrétion d'un seul coup qui est mise en route de manière exacerbée, comme si vous alliez vomir. Quand vous allez vomir, on fait ressortir quelque chose de violemment. Donc là, la fonction d'excrétion au niveau de l'intestin quand on a des diarrhées, elle est très très intense, très très forte. C'est vraiment ça. Donc elle se fait au niveau de l'intestin grêle. La production de liquide et de toxines, tout ça s'effectue au niveau de l'intestin grêle lorsqu'on a une gastro-entérite, comme n'importe quand la fonction d'excrétion se met en route. Et ensuite, ça avance dans le gros intestin. Et lorsqu'on a une gastro-entérite, dès que ça arrive dans ce gros intestin, d'un seul coup, on ne se sent pas bien, parce que, poum, on ouvre le robinet pour évacuer tout ça. On a fait passer les choses de l'intestin grêle, enfin de l'intérieur du corps dans l'intestin grêle, et ensuite, on ouvre la vanne pour que ça passe dans le gros intestin. Alors quand ça passe dans le gros intestin, généralement, on se sent très mal, parce qu'un seul coup, on sent que ça arrive, et qu'il faut aller très très vite aux toilettes pour éviter une catastrophe. Donc ça, c'est la fonction d'excrétion qui se met en route lorsqu'on a ce phénomène-là. Donc cette fonction d'excrétion est tout à fait normale. Par contre, elle ne se met en route que lorsque l'on est malade, gastro-entérite, ou alors lorsqu'on permet au corps de la mettre en activité. C'est-à-dire qu'on ne le surcharge pas en permanence au niveau alimentaire. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi la plupart des religions, la plupart des modes alimentaires de cure, on va dire, qui favorisent le retour à la santé, prônent une alimentation allégée. Tout simplement parce qu'en ayant cette alimentation allégée, on va beaucoup moins solliciter tout le système intestinal. Et on va permettre aussi à l'intestin de se mettre en route. Et toutes ces choses-là ne sont pas forcément établies de manière scientifique, mais plutôt de manière empirique. C'est qu'on s'est rendu compte, tout simplement, de manière empirique, que le corps se portait mieux dans ce contexte-là.
Et sur le plan scientifique, pourquoi? Tout simplement parce que si on demande moins de travail digestif, le corps aura plus d'énergie. Si on demande moins de travail digestif, la digestion sera peut-être optimisée. Et si on demande moins de travail digestif, l'intestin pourra passer en phase d'excrétion, donc augmenter la capacité d'élimination de toxines de 10, 15, 20% et parfois plus pendant une certaine période. Donc on va aider l'organisme à récupérer, à mieux fonctionner en se libérant de sa surcharge d'encrassement. Donc voilà un petit peu pourquoi et comment fonctionne un petit peu notre intestin grêle. Pour finir, puisqu'on est encore sur l'intestin, donc là j'ai parlé de ces 3 fonctions-là, je vais parler de la fonction d'évacuation, parce que quand on parle d'intestin, bien sûr il y a l'intestin grêle, mais il y a le gros intestin. Et le gros intestin, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il a le nom d'intestin, mais il fonctionne de manière totalement différente de l'intestin grêle. Le gros intestin, c'est une membrane intestinale qui est beaucoup plus épaisse que celle de l'intestin grêle. Elle a également, au-delà d'être épaisse, cette membrane, elle a la faculté d'être imperméable. C'est-à-dire qu'à part quelques sels minéraux et de l'eau qui va être résorbée, elle est imperméable. Et par conséquent, cette imperméabilité aide notre corps à stocker, permet à notre corps de pouvoir stocker des matières fécales. Ce qui explique que lorsque l'on est constipé, on n'intoxique pas forcément l'organisme. Ce qui explique aussi, ça je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, mais quand on se met en jeûne, donc on est en abstinence d'alimentation pendant plusieurs jours, si on n'a pas de sel, ce n'est pas grave. Certaines personnes veulent se forcer, veulent se laver, faire des lavements régulièrement. Ce n'est pas du tout indispensable. Ça va même contrarier l'efficacité du jeûne. Mais si on laisse le corps tout simplement fonctionner correctement, il va avoir, lorsqu'il y en a besoin, il va stocker des matières fécales dans le gros intestin. Ce stockage n'est pas problématique. Bien sûr, s'il devient douloureux, là ça devient problématique et il faut faire quelque chose. Mais tant qu'il n'est pas douloureux, tant que cette activité de stockage n'est pas douloureuse, les matières fécales sont stockées temporairement dans l'intestin. On peut en stocker quand même pendant un certain temps. Mais le but, c'est pas d'être en constipation chronique, bien évidemment. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Si un état de constipation peut s'installer, il faut faire en sorte qu'il saute, bien évidemment. Mais temporairement, on peut stocker des matières fécales. Même si il y a beaucoup de toxines dedans, vous inquiétez pas, si c'est trop toxique pour l'organisme, vous partirez en diarrhée. Si vous êtes dans quelque chose où il y a trop de toxines présentes dans l'intestin, que c'est trop dangereux pour le corps, vous partirez en diarrhée. Imaginez toujours une chose, c'est que votre corps, si vous le laissez fonctionner correctement, tout ce qu'il fait a un sens et il ne va pas se laisser empoisonner comme ça. Il va tout faire pour se défendre. Donc, il peut y avoir des empoisonnements qui peuvent même être mortels, mais votre corps va systématiquement tout faire pour se défendre. Si vous vous empoisonnez avec un produit toxique très dangereux, par exemple, et que vous consommez une forte dose de vitamine C à la suite, vous permettrez peut-être à votre foie de pouvoir faire face à cette toxicité. C'est pas que la toxine est trop dangereuse si vous n'avez pas de vitamine C, c'est tout simplement que le foie n'a pas la capacité de neutraliser toute la toxicité apportée par le produit très toxique. Tout simplement. Par exemple, mais ça pourrait être, la toxicité pourrait affecter d'autres organes. Là, je parle du foie en tant qu'organe excréteur. Donc si le foie neutralise ces toxines et qu'il en a la capacité, il va la neutraliser. Donc vous sentirez plus ou moins la toxicité, parce qu'il y aura peut-être des maux de tête, des nausées, parce que le foie, le temps qu'il réalise tout son travail, on va se sentir pas bien. Mais le foie fait son boulot. Par contre, s'il n'a pas la capacité de le faire parce qu'il manque peut-être de vitamine C ou d'autres molécules qui vont lui permettre de fonctionner efficacement, là c'est vrai qu'on va être beaucoup plus fragile et sensible. Si vous avez quelque chose de très toxique qui se retrouve dans l'intestin, ne vous inquiétez pas, vous partirez en diarrhée. Votre corps l'évacuera.
Donc le gros intestin, c'est un organe de stockage, il est étanche, donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est la fonction, le gros intestin a pour fonction de faire l'évacuation. Donc l'évacuation, c'est le stade qui vient après l'excrétion, hein, comme au niveau rénal. Donc l'excrétion, elle se fait par l'intestin grêle. Au niveau rénal, donc elle se fait par le rein. Et l'évacuation, c'est la vessie qui va permettre de faire sortir l'urine. Et là, c'est l'intestin qui va stocker, collecter, puis le gros intestin qui va collecter, puis évacuer ces toxines, ces déchets. Donc à l'image de la vessie, qui est un organe collecteur, un organe de stockage, le gros intestin est également un organe de stockage qui va permettre de conserver les matières toxiques, les matières qui doivent être éliminées pour pouvoir les évacuer lorsque l'organisme considère qu'il y en a assez à évacuer. Voilà. Cela m'amène à parler justement du temps de transit. Donc j'ai dit tout à l'heure, un transit normal, c'est environ 24 heures. Donc un transit normal, c'est à peu près cette durée-là, parce que c'est le temps qu'il faut pour digérer correctement ce que l'on a consommé, et le temps qu'il faut pour que les aliments qui se retrouvent dans l'intestin avancent tout au long de cet intestin et arrivent au niveau du côlon pour être évacués. Ça dépend bien évidemment de ce que l'on mange. Si on mange des aliments riches en fibres, en fruits, en légumes, on va avoir un transit donc qui sera accéléré, qui va se rapprocher de ces 24 heures. Si on a des aliments avec peu de fibres, voire pas du tout, beaucoup de viande, de poisson, d'œufs, de produits laitiers, on va ralentir ce transit parce que ce péristaltisme, il fonctionne naturellement, le corps l'a naturellement, mais il va être stimulé par la présence de fibres dans l'intestin. Lorsque vous consommez des fibres solubles, ces fameuses fibres que l'on retrouve dans un certain nombre de légumes principalement, de fruits, comme la pectine dans la pomme par exemple, ces fibres solubles forment un gel. Et ce gel, donc ça augmente en volume, c'est quelque chose de doux mais qui fait du volume. Et le fait qu'il y ait du volume dans l'intestin, ça va augmenter la pression sur la barrière intestinale et cela va stimuler l'intestin. Et certaines personnes ont recours, lorsqu'elles sont constipées, à ce que l'on appelle des fibres insolubles. Le son, par exemple, le son de blé. Alors le son d'avoine pose moins de problèmes parce qu'il est composé en grande partie de fibres insolubles. Donc le son d'avoine pose déjà beaucoup moins de problèmes. Mais le son de blé, le son de riz, par exemple, est composé de fibres très très dures. Les personnes qui ont recours à des produits pharmaceutiques tels Dulcolax par exemple, Purcellide, qui contiennent en fait des substances qui sont irritantes pour l'intestin, vont agresser l'intestin comme le son de blé par exemple. Et cette agression, en irritant, en frottant sur l'intestin, on va favoriser la contraction de l'intestin, tout simplement. Et donc on va faire avancer le transit un peu plus vite. Mais le problème c'est que c'est de manière un petit peu agressive. Et lorsque l'intestin est abîmé, on peut l'abîmer un peu plus, puisque c'est un petit peu comme si vous aviez une plaie et que dessus vous passiez le scotch-brite de votre éponge. Vous frottiez avec votre éponge grattante dessus. Ça ne va pas être super agréable. Là c'est un petit peu le même principe. Tout simplement, on va agresser l'intestin. Donc nous avons besoin pour avoir un transit intestinal correct, un transit digestif tout simplement correct, c'est d'avoir une orientation alimentaire qui soit favorable, c'est-à-dire avec beaucoup de fibres, principalement des fibres insolubles, qu'on va trouver beaucoup plus dans les fruits, dans les légumes en quantité, et de limiter, et là on retrouve la cohérence de façon de la bionutrition, donc ce qui est expliqué dans le module 2, c'est de retrouver finalement une cohérence alimentaire avec peu d'aliments riches en protéines. Et également l'amidon. L'amidon, c'est un frein. Vous consommez par exemple, lorsque vous êtes constipé, vous consommez plus facilement du riz. Lorsque vous avez la diarrhée, lorsque vous avez la diarrhée, vous consommez plus facilement du riz pour avoir un effet un peu constipant, pour ralentir le transit. Tout ce qui est amidonné demande quand même beaucoup de travail. Ça ralentit le transit. Alors c'est vrai que si vous mangez de la pomme de terre, de la patate douce,
la quantité d'amidon dedans et la capacité, le travail digestif que demande cet aliment sera plus important que si vous mangez des fruits et des légumes, bien évidemment, mais ça restera quelque chose de pas trop important. Si vous consommez des céréales, ou encore plus si vous consommez des légumes secs, des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, ce travail digestif va être beaucoup plus important. Et le souci, c'est qu'on va favoriser la constipation. Et les personnes qui consomment plusieurs fois, 2, 3, 4 fois par jour des céréales favorisent un problème de constipation. Ce n'est pas parce qu'on consomme forcément 4 fois par jour ou 3 fois par jour des céréales qu'on aura une constipation, hein. C'est plus compliqué que ça. Mais la constipation, elle s'installe parce que l'organisme est fatigué. Donc plus on affaiblit l'organisme, plus on va ralentir le transit. Plus on demande un travail digestif important, plus on risque de ralentir le transit. Tout simplement. Et lorsque l'organisme est épuisé, on commence à voir la constipation s'installer. Et certaines personnes, hommes ou femmes, vivent dans un état de constipation, les femmes plus que les hommes. Parce qu'il y a, entre autres, on parle d'un état hormonal, mais il y a aussi beaucoup de stress. Les femmes interprètent le stress d'une certaine manière, vivent souvent beaucoup plus dans l'état émotionnel que les hommes, et ce qui conditionne aussi cette situation de constipation qui est plus fréquente. Mais tout simplement, lorsque l'organisme s'affaiblit, on va avoir un état de constipation qui arrive. Donc la vitesse du transit, elle est très importante, puisque plus les aliments restent longtemps dans l'intestin, plus on va voir apparaître des transformations liées aux bactéries, puisque la digestion normale devrait durer un certain nombre d'heures. Lorsque l'on mange des aliments qui se digèrent vite ou qui sont fragiles, il faudrait que la digestion soit très rapide. Quand vous mangez des fruits, la digestion elle est très rapide. Si vous mangez juste de la viande, on va dire vous mangeriez que de la viande avec rien ou avec juste des légumes, la digestion, certes il y a une phase dans l'estomac, tout ça, mais elle est assez rapide parce que ce sont des aliments fragiles. Par contre, lorsque vous mangez des fruits ou lorsque vous mangez de la viande dans un repas qui va mettre 7-8 heures à être digéré, c'est une catastrophe parce que le transit va être tellement long. Au lieu de mettre déjà 24 heures, vous avez perdu déjà 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures au niveau de l'estomac. Donc forcément derrière, ça va impacter tout ce qui se passe au niveau de l'intestin. Quand vous faites un repas de fête qui est hyper copieux et qu'après le lendemain matin vous vous sentez pas bien, que vous avez après des gaz, des ballonnements, tout ça, et que ça dure une trentaine d'heures, de 30 heures après vous êtes encore pas bien au niveau intestinal, c'est normal. C'est tout simplement normal parce que le transit s'est tellement ralenti qu'on ne peut pas être bien. Donc ça va avoir un impact, bien évidemment, cette lourdeur digestive, la capacité du corps à faire avancer les nutriments sur la capacité digestive intestinale, bien évidemment, sur la capacité d'élimination intestinale et sur la capacité d'excrétion. Parce que bien évidemment, si le transit est ralenti, parce qu'il y a en permanence des matières dans l'intestin, parce qu'au lieu que ce soit sur 24 heures et qu'on ait des phases sans bol alimentaire, sans choses qui circulent dans l'intestin, si votre transit il est de, 48 heures, certes le gros intestin va collecter la matière, mais si la digestion, elle met, au lieu de mettre 1h30, 2 heures au niveau de l'estomac, elle met 5 heures, 6 heures, vous comprenez bien que ça va s'étaler sur une plage horaire beaucoup plus longue. Ce qui arrive dans l'estomac, ce qui sort de l'estomac, ce qui transite dans l'intestin, la plage horaire va être beaucoup plus longue. Si vous avez un repas qui se digère facilement, le boulot au niveau de l'intestin sera beaucoup plus léger que si vous avez un repas qui est très copieux, très lourd à digérer. Tout simplement, et c'est normal. Donc vous allez ralentir ces 3 fonctions ou affecter ces 3 fonctions intestinales. Donc l'intestin est un centre très important puisque c'est lui qui nous permet de terminer la digestion. Si ça fonctionne mal, la digestion ne pourra pas être aboutie correctement. Donc cela va impacter la nutrition par cette capacité d'assimilation. Si l'intestin assimile correctement, on va nourrir correctement les cellules.
Si l'intestin n'assimile pas correctement parce que l'alimentation est mal digérée par exemple, on ne pourra pas nourrir correctement les cellules. Et si l'intestin est en surcharge permanente, on ne pourra pas le mettre en fonction d'excrétion. Donc c'est bien de temps en temps de pouvoir l'alléger un petit peu, de faire des phases de diète qui vont permettre, donc diète, moi ce que j'appelle diète, c'est pas forcément de ne rien manger, mais d'être en fruits et légumes, d'alléger ce travail intestinal pour le laisser bosser tranquillement et laisser l'intestin, donc aider l'organisme à récupérer, tout simplement. Tout simplement. Pour terminer, donc par rapport à l'assimilation, il y a aussi un point que je n'ai pas abordé. J'ai parlé très simplement des toxines qui peuvent être fabriquées comme l'alcool, mais il y a de toxines qui peuvent provenir de l'extérieur. Donc on pourrait parler de toxines comme l'aspartame par exemple. L'aspartame, c'est un ensemble d'acides aminés, donc pourra être assimilé au niveau de l'intestin, soit de manière simple, soit après digestion. Mais on peut avoir aussi des substances très toxiques qui passent quand même régulièrement par l'intestin de manière naturelle, malheureusement, ce sont les pesticides. Les pesticides sont des produits gras. Même certains perturbateurs endocriniens sont des substances qui sont grasses, qui sont lipophiles et qui diffusent assez facilement justement par cette solubilité dans les graisses qui passe assez facilement par la barrière intestinale. D'où l'importance de s'orienter vers des produits avec peu de pesticides, alimentation bio ou en tout cas non chargée en pesticides, même si ce n'est pas labellisé bio. Et si vous consommez des produits qui peuvent contenir des pesticides, c'est d'essayer déjà d'enlever la partie qui en contient le plus. Par exemple, si vous voulez consommer des céréales complètes, ce que je ne recommande pas, moi je vous oriente plutôt vers le choix d'avoir des céréales semi-complètes, à moins qu'elles soient bio, vos céréales complètes éventuellement, et si elles ne sont pas bio, allez vers des céréales semi-complètes où vous n'aurez plus l'enveloppe autour qui lui va stocker finalement ces toxines. Si vous consommez des fruits, des légumes, quand vous pouvez, enlever la peau. Alors bien sûr la fraise on va pouvoir enlever la peau, mais quand vous consommez des pêches, quand vous consommez des pommes, des poires, virez la peau, tout simplement parce que la peau c'est là où on va stocker le plus de ces pesticides. Donc vous allez réduire, même pour les légumes d'ailleurs, vous allez réduire votre impact toxique, l'impact toxique de l'alimentation. Et comme ces pesticides peuvent avoir un impact très toxique justement, on va aider le corps à moins s'encrasser, à mieux fonctionner. Donc voilà, là c'était la petite parenthèse parce que ça se passe aussi par l'intestin, puisque ces substances grasses diffusent bien, facilement par l'intestin, donc sont assimilées finalement facilement par l'intestin. Voilà un petit peu, donc vous avez compris que l'intestin finalement c'est un lieu très important qui permet de finir la digestion, qui permet d'assimiler correctement les nutriments. Vous avez compris également que ces nutriments peuvent être assimilés de manière simple, ce que j'appelle de manière passive, par diffusion comme les graisses, par diffusion par des canaux, ce qui peut être le cas pour les sels minéraux, mais qu'il peut y avoir justement une compétition au niveau de l'assimilation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation qui repose sur des aliments bruts, puisque les aliments bruts contiennent un ensemble de nutriments et que la complémentation alimentaire ne permet pas forcément d'obtenir cela. Et également qu'il y a des fois une assimilation conjointe, qu'il faut plusieurs éléments en même temps pour avoir une assimilation efficace. On en parle pour le calcium, la vitamine D, on en parle pour le magnésium. Enfin voilà, il y a différents ensembles qui vont favoriser finalement l'assimilation, la nutrition de notre corps. Et puis enfin, donc cette dernière phase, donc la phase d'excrétion, qui elle est extrêmement importante pour accélérer la récupération de l'organisme. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que notre corps est en surmenage, quotidien, surmenage régulier. Parce que quand on parle d'intestin, on va penser à l'alimentation. Et c'est très important puisque l'alimentation, selon comment elle est constituée, elle va permettre à notre corps d'être en surmenage ou pas. Mais le surmenage, c'est aussi le manque de repos, c'est aussi la sédentarité, c'est aussi le manque d'oxygénation du corps.
Et c'est enfin le stress. Alors, on pourrait parler d'autres choses, hein, bien sûr, la pollution atmosphérique en fait partie, mais le stress également, c'est du surmenage pour l'organisme. Et donc je vais clore cette conférence sur certains produits, certaines substances qui altèrent justement l'intestin et qui altèrent l'assimilation intestinale. Je pense principalement à certaines boissons comme le café, le thé, parce que ces produits-là sont d'une part agressifs pour la muqueuse, sont irritants, et d'autre part contiennent des substances qui vont faire ce que l'on appelle des chélations. Donc les chélations, ils vont fixer des sels minéraux, ils vont fixer des nutriments et vont empêcher leur assimilation par l'intestin. Donc l'intestin ne pourra pas capter ces nutriments puisqu'ils seront fixés de manière irréversible. Donc il faut faire attention à la consommation de ces produits. On parle souvent du thé, mais le café c'est la même chose. Si vous consommez du thé ou du café pendant un repas ou à proximité du repas, juste après, vous allez, même juste avant d'ailleurs, hein, parce que si vous consommez un quart d'heure avant le repas un café, il sera encore dans l'estomac, vous allez altérer la capacité de nutrition de votre corps, puisque ces substances, que ce soit le fer, mais on pourrait parler du zinc, du magnésium, d'autres éléments, d'autres sels minéraux, seront fixés, donc ne pourront plus être assimilés correctement. D'où l'importance d'éviter autant que possible de consommer ces produits juste au moment du repas ou juste à proximité du repas. On va réduire la capacité d'assimilation et beaucoup de personnes se trouvent en carence aujourd'hui. On parle des carences en magnésium par exemple, mais il y a d'autres carences en raison de la surconsommation de café, de thé. Parce que c'est aujourd'hui devenu une habitude de consommer le café en mangeant, pour le matin par exemple, ou le thé, ou de consommer le café avec le repas du midi, le thé avec le repas du midi, ou le café ou du thé juste après le repas. C'est la petite boisson qui fait suite au repas. Le problème, c'est que cette habitude-là, quand c'est tous les jours, on altère tous les jours l'assimilation. Et donc on met l'organisme dans une situation potentielle de carence. Sachant que là je parle que de l'assimilation puisque je m'intéresse à l'intestin, mais on pourrait parler après d'autres choses dans l'organisme. Comme ces substances sont aussi agressives pour l'intestin, elles vont favoriser son inflammation. Et un intestin inflammé, j'en reparlerai dans les conférences suivantes, mais un intestin inflammé est un intestin qui fonctionne moins bien, tout simplement. Donc faites attention à ces produits, ce ne sont pas des produits anodins. Il est évident qu'un café, ce n'est pas lui qui va détruire votre intestin, parce que votre corps aura la capacité de reprendre le dessus et de réparer les dégâts occasionnés. Mais quand on consomme du café tous les jours, du thé tous les jours, et que l'on a une surcharge alimentaire qu'on digère mal, bien évidemment l'intestin ne peut pas être dans un bon état. Donc si vous avez compris tout l'ensemble, c'est qu'il faut aider notre intestin à fonctionner correctement pour qu'il puisse être dans un bon état et pour qu'il puisse justement nous permettre de rester en bonne santé sur le plan digestif, pour nourrir correctement nos cellules et bien évidemment pour nettoyer notre corps. Voilà, nous en avons fini pour cette première conférence. Donc je vous remercie de votre attention et je vous retrouve pour la conférence suivante.